L'animal, en effet, est à la mode. Je dirais tant mieux. C'est sans doute une promesse d'amélioration du bien-être animal. Évidemment, comme toute mode, elle a son revers. Et je crois qu'il faut être attentif à ces deux aspects. Car cette vague de défense des animaux peut être à la fois perçue comme un élargissement de nos valeurs humanistes à d'autres êtres vivants, signe indiscutablement positif de notre nouvelle sensibilité à leur sensibilité, ou comme un appauvrissement de nos relations avec les animaux, symptôme négatif pour notre humanité et pour leur animalité. Oui, l'animal est à la mode, chacun l'a perçu. Depuis au moins une dizaine d'années, il ne se passait pas de semaine sans que parussent des nouveaux ouvrages de vulgarisation scientifique ou philosophique qui leur étaient consacrés. À cette effervescence para-académique se sont désormais adjoints des livres à gros tirage, dont le contenu se résume souvent à une dénonciation militante assez simple, l'homme est le bourreau dont l'animal est la victime. Oui, je parle de l'animal. Je ne parle pas de ce banal sujet zoologique, les animaux, autrement dit, les bêtes. Car les livres qui parlent de l'animal, au contraire de ceux qui parlent des animaux, parlent souvent, surtout, de l'homme, étant donné l'équivocité de ce concept d'animal. L'animal étant à la fois nous et pas nous, en l'homme, puisque nous sommes incontestablement des animaux, et hors de l'homme, puisque les animaux, dans ce contexte, sont essentiellement ceux que l'homme traite mal. C'est sur cette riche contradiction, ou si l'on préfère, sur cette regrettable ambiguïté, qu'est construit le nouveau discours contemporain sur les animaux que j'appelle l'animalisme. La question qui nous animera est: dans quelle mesure l'animalisme est-il une bonne et une mauvaise chose? Et je vous propose de tenter de répondre à cette question en 3 temps. Quelles sont aujourd'hui les conséquences équivoques de recourir à la notion d'animal, animal au singulier? Quelles sont les sources de cet animalisme dans notre modernité? Et enfin, comment tirer le meilleur parti de cet animalisme en évitant les conséquences néfastes? Autrement dit, pour le dire simplement, quelle morale raisonnable doit nous lier désormais aux animaux dans toute leur diversité? Alors, je partirai de cet étrange recours à la notion d'animal dans la langue ordinaire ou dans la langue qui se diffuse de plus en plus. La notion d'animal telle qu'elle est aujourd'hui utilisée est, je l'ai dit, contradictoire. Je l'ai dit, dans son usage courant, cette notion inclut l'homme et en même temps l'exclut. Tantôt le mot animal est employé pour désigner un genre de vivant, divisible en espèces, et dans ce cas l'homme est forcément un animal. Tantôt, lorsqu'on se réfère aux relations des hommes et des animaux, on oppose l'homme à l'animal, et le mot animal prend alors le sens de bête, terme parfaitement classique et sans ambiguïté, mais qui tend à disparaître de notre lexique comme s'il n'était pas politiquement correct. Il faudrait désormais dire les animaux non humains, comme il y a des êtres non-voyants, ce qui n'a pourtant jamais amélioré le sort des aveugles. On dira que c'est là une malheureuse équivocité du terme animal, d'avoir ces deux sens. Je pense au contraire qu'il s'agit d'une équivocité essentielle du concept et que c'est à elle qu'il doit sa paradoxale fécondité dans l'animalisme contemporain. Celui-ci repose généralement sur le raisonnement suivant, simplifié ou simpliste. 1. L'homme est un animal comme les autres. Cette thèse est incontestable sur le plan biologique. Mais on prétend en inférer l'injonction suivante: puisque nous sommes des animaux, nous devrions inclure les autres animaux
dans notre communauté morale et les traiter comme nous devrions traiter les êtres humains. Autrement dit, la première proposition inclut l'homme dans le concept d'animal, quand on dit que nous sommes des animaux, alors que la conclusion l'exclut quand on dit que nous devons bien traiter les animaux. Il s'agit donc d'un sophisme. Car si nous étions des animaux comme les autres, tout ce qu'on pourrait en déduire, c'est que nous devrions nous comporter comme les espèces animales se comportent entre elles, sans se soucier de leur bien-être, de leur souffrance ou de leurs droits. Inversement, si nous devons avoir des considérations morales pour les animaux, ce qui est tout à fait incontestable, c'est que nous ne sommes pas des animaux comme les autres. Que conclure de cette ambiguïté ? Eh bien, si nous sentons que nous avons des devoirs vis-à-vis des autres animaux, c'est parce que nous sommes des animaux moraux et que l'animalité ne suffit pas à définir notre humanité. Cette humanité implique des normes et des valeurs morales. Elle implique aussi et surtout, des devoirs différenciés selon les espèces animales. Je crois qu'on perd toujours à confondre les animaux et les hommes et les animaux entre eux. Il faudra, je crois, s'en souvenir et se souvenir de cette leçon essentielle parce qu'elle a des conséquences considérables sur nos devoirs vis-à-vis des bêtes. Alors, passons au deuxième mésusage de la notion d'animal dans l'animalisme contemporain. Dire l'animal, je viens de le remarquer, est une façon de ne pas penser l'extrême diversité de la richesse des espèces vivantes. Quand on dit aujourd'hui animal, je l'a rappelé, on pense chien, chat, vache, porc ou singe. On pense généralement mammifères. On pense évidemment moins immédiatement vipères, sardines, scorpions, phlébotomes ou corail. Animal est une notion biologiquement vague, aussi bien en extension, les protozoaires, quels métazoaires supérieurs, les éponges, les bilatériens, les prostotomiens, aussi bien qu'en compréhension, c'est-à-dire en définition. Quels en sont les critères ? On peut s'interroger. La motricité, il y a de nombreux animaux fixés à leur milieu. Plus classiquement, on retient l'hétérotrophie, c'est-à-dire la propriété qui distinguerait les animaux des végétaux, celle de se nourrir de substances organiques, autrement dit, de végétaux ou d'animaux, ce qui a pour conséquence qu'il n'y a aucun sens à défendre la vie des animaux sans menacer la vie d'autres animaux. La sensibilité, c'est du moins pourvu de cette propriété que l'animal est à la mode. Cela retreint évidemment considérablement la catégorie. Et qu'entendre par là la faculté extrêmement variable de sentir, c'est-à-dire de percevoir les modifications de son environnement, ou la faculté de ressentir bien-être, mal-être, plaisir, stress, douleur, elle aussi adaptative, fonctionnelle, phénoménologiquement obscure, en tout cas extrêmement variable, et réservée à certains animaux pourvus de système nerveux central. On remarque en tout cas que c'est au moment où cette notion d'animal a à peu près perdu toute valeur scientifique comme catégorie classificatoire du vivant que celle-ci retrouve une jeunesse comme catégorie morale. Évidemment, on dira que dans le langage courant, qui n'est guère scientifique ni attentif à l'extraordinaire richesse du vivant, le mot animal est sans ambiguïté. Quand on dit animal, on pense rarement à ces animaux que sont les éponges ou les coraux ou les millions d'espèces d'insectes ou de mollusques. On se réfère à nos animaux, plus particulièrement, en général, nos animaux domestiques ou familiers. On ajoutera, et j'en suis bien d'accord, que c'est cela qui importe d'un point de vue moral. L'important, n'est-ce pas, cette attention nouvelle qui est portée à ces animaux, généralement, du moins le dit-on, maltraités. C'est vrai. Cependant, je crois qu'on gagne rarement sur le plan théorique à assimiler des êtres hétérogènes, et il est rare que l'on puisse construire de bons préceptes moraux sur des confusions théoriques. La preuve nous en a été donnée récemment par la nouvelle définition des animaux comme êtres vivants doués de sensibilité,
adopté par le Parlement et qui constituera désormais le nouveau statut de l'animal selon le Code civil, quelque part entre les personnes et les biens. Il faut craindre que, comme de nombreuses dispositions législatives, hélas, ce soit une pure loi d'affichage adoptée sous la pression d'une opinion publique mal informée. Là encore, dira-t-on, pourquoi pas? N'est-ce pas une saine mesure? Les propriétaires de chiens et de chats étaient choqués, sans doute légitimement, que l'on considère leurs chiens ou leurs chats comme des biens meubles, ce qui était pourtant, faut-il le remarquer, la seule garantie que leur offrait le droit pour qu'ils en fussent les légitimes propriétaires. Mais alors, que faut-il craindre? Que cette disposition du Code ne change rien ou qu'elle change quelque chose? Si elle ne change rien, c'est inquiétant pour notre conception du droit. On aurait affaire à une simple déclaration démagogique destinée à rester lettre morte. Et si elle change quelque chose, par exemple, on pourrait supposer qu'on interdise désormais la pêche à la ligne, puisque les poissons sont incontestablement des êtres vivants sensibles, ce serait inquiétant cette fois pour notre conception de la morale, puisqu'après tout, les pêcheurs à la ligne sont eux aussi des êtres vivants sensibles. Alors, prenons un exemple de la contradiction dans laquelle nous mènerait la définition des animaux comme êtres vivants sensibles, si vraiment le droit l'adoptait et s'y tenait à ce statut unique. Faisant cette expérience de pensée, imaginons que le droit reconnaisse vraiment dans toute sa largeur cette définition. Je vous propose le nouvel apologue du loup et l'agneau. Situons cet apologue quelque part dans le Mercantour. Des loups, qui sont incontestablement des êtres vivants sensibles, attaquent des agneaux qui sont eux aussi incontestablement des êtres vivants sensibles. Que faire face à ce conflit de sensibilité? À s'en tenir à ce nouveau statut, le droit ne pourrait plus répondre. Et les bergers, qui sont pourtant eux aussi des êtres vivants sensibles, n'auraient que leurs yeux pour pleurer, incapables de défendre leurs êtres sensibles contre d'autres êtres sensibles. En fait, heureusement qu'il n'en est rien. Heureusement que les animaux ne sont pas vraiment définis comme des êtres sensibles, contrairement à cette disposition récente, probablement, je le répète, appelée à rester lettre morte. Heureusement que le loup, espèce sauvage protégée, a un statut défini par le Code de l'environnement et non par ce nouveau Code civil. Heureusement que l'agneau a un statut défini par le Code rural qui oblige le berger à l'élever, je cite, dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. Heureusement que le chien du berger, comme ses moutons d'ailleurs, est aussi protégé des mauvais traitements qui pourraient lui être infligés grâce aux articles 521, 653, 654, 655 du Code pénal. Et heureusement pour le berger que ces agneaux sont bien les siens, ce qui est garanti par leur statut de bien meuble reconnu par le Code civil. Conclusion. Heureusement que le droit, dans sa réalité, dans sa complexité, est sage, et que les lois destinées à satisfaire les amateurs d'idées simples mais trompeuses, comme animal ou sensibilité, sont sans le moindre effet sur le droit. Du moins pour l'instant. On voit en tout cas comment de bonnes intentions de départ, l'observation indubitable, peut-être candide, mais indubitable, que nos animaux familiers ne sont pas des meubles et qu'ils peuvent souffrir, peut se transformer, ou pourrait se transformer, en un imbroglio moralement catastrophique. En tout cas, on voit à quelles impasses théoriques et à quelles ambiguïtés morales conduit ce concept d'animal et l'animalisme qui en est issu. Comment en est-on arrivé à cet animalisme réducteur? Comment en est-on arrivé à ne voir dans l'extrême variété réelle des espèces animales que l'animal, en un nouvel et paradoxal anthropocentrisme? Comment est-on arrivé en outre à ne voir dans cet animal que l'être sensible, et à ne voir dans la sensibilité que la faculté de souffrir, et à ne voir dans cette faculté adaptative naturelle que la souffrance infligée par les hommes? Est-ce un progrès des sensibilités,
une extension de nos valeurs humanistes qui nous a conduit à englober dans la même catégorie morale tous les animaux hors de nous? Peut-être. Mais pas seulement. Cet élargissement de notre affectivité à l'animalité en général est en même temps, je l'ai dit, un appauvrissement de notre sensibilité à la diversité animale. J'y vois un symptôme de notre modernité, comme nous invite à réfléchir ce colloque. Et ce symptôme, je crois, qu'il a diverses sources hétérogènes que je parcourrai rapidement des plus immédiates aux plus profondes. Chacun de ces facteurs a un recto positif et un verso négatif. Le facteur réel, chacun en a conscience, le facteur essentiel sans doute, c'est ce qu'on peut appeler une bienheureuse prise de conscience par les opinions publiques de la nécessité de défendre le bien-être des animaux que nous élevons pour notre alimentation ou nos usages. Il faut le dire avec force, la modernité économique et technique a entraîné, souvent, une incontestable dégradation des conditions d'élevage de certains animaux destinés à la consommation humaine, notamment porcs, veaux et poulets, en les réduisant à l'état de marchandises ou à de vulgaires machines à produire de la viande et des déjections. Bêtes condamnées à vivre sans voir la lumière du jour dans des usines à viande, tout le monde a vu ces horribles images à la télévision. Cette marchandisation du vivant, conséquence directe d'un productivisme effréné, a fort légitimement ému les opinions des pays européens grâce à la mise au jour de quelques scandales. On a là affaire à une chosification, si je puis dire, scandaleuse, contre nature de certaines espèces animales, traitées comme des objets dépourvus de vie et de sensibilité et sans autre valeur que leur destination matérielle. C'est évidemment intolérable. Il ne faut cependant pas croire que notre modernité aurait enfin pris conscience de la manière dont les hommes auraient depuis toujours réduit les animaux à des machines à leur service. Bien au contraire, les anthropologues nous ont appris que c'est la modernité productiviste qui a engendré ce sous-prolétariat animal, comme l'appelle Jean-Pierre Digard. Toutefois, comme un poison engendre parfois un autre poison aussi nocif au lieu de produire son antidote, la même modernité a engendré la personnification de l'animal. Pour ne pas en faire une chose, on en a fait une personne. Erreur symétrique et aussi grossière que la précédente. Les animaux n'ont pas plus à gagner dans un cas que dans l'autre. Si un animal était une chose, il pourrait être réduit à une marchandise insensible. C'est insupportable pour leur sensibilité et pour la nôtre. Mais si un animal était une personne, c'est-à-dire un sujet de droit, il faudrait recourir au procès des animaux. Ce serait aussi insupportable pour eux. Et la personne humaine aurait elle aussi tout à y perdre. Car si les animaux sont définis comme des personnes, par hypothèse, la proposition est irréversible. Les personnes sont des animaux. Pourquoi alors s'indigner contre ceux qui éliminent les personnes en les comparant à des poux, ou plus bénignement ceux qui traitent une ministre de guenon? Là encore, on constate qu'un bien se transforme en un mal. À vouloir déchosifier, si je puis dire, certaines espèces animales dont la nature était niée, on a personnifié les bêtes, ce qui est une autre façon de nier leur nature. Comme si, là encore, la pensée n'avait pas de catégories assez riches et donc assez nuancées pour penser les espèces animales dans toute leur diversité. Car, c'est là, je crois, la deuxième source de l'animalisme, à côté de ce sous-prolétariat réifié, prolifère, autre fruit de la modernité, une nouvelle faune, celle des animaux de compagnie, dont l'alimentation et les déjections sont devenues centrales dans l'économie de nos cités. La croissance de l'urbanisation a en effet perdre aux populations tout contact avec ce qu'on peut appeler quand même les bêtes sauvages ou les bêtes domestiques. Côté sauvage, c'est leur disparition quasi totale des paysages, si j'accepte les insectes, ainsi que toutes les formes de relations symboliques avec eux. Côté domestique,
c'est la disparition progressive des bêtes au travail, en ville, au champ ou autour de la maisonnée. À la place de ces deux faunes traditionnelles, elles aussi fort diverses, s'est développé de façon exponentielle un animal du troisième type. Un nouveau rapport à l'animalité, les animaux de compagnie, hyper choyés, au travers desquels est vu l'ensemble du règne animal. Dans l'imaginaire contemporain, l'animal n'est donc plus ce qu'il était dans l'imaginaire classique ou traditionnel. Il a cessé d'être objet de frayeur, de convoitise, de sacrifice, de culte, d'admiration, de rivalité, de collaboration dans le travail, ou au contraire d'hostilité dans la lutte des espèces. C'est la victime des fermes productivistes ou c'est le membre de la famille. Nos contemporains ont oublié la lutte ancestrale contre les espèces nuisibles. Pensons aux décimeurs de bétail, aux criquets destructeurs de récoltes, aux rats porteurs de peste, voire aux ragondins, espèce aujourd'hui proliférante parce qu'elle n'est plus régulée par ses prédateurs naturels et qu'elle est nocive pour de nombreux écosystèmes, mais dont le sort semble émouvoir parfois davantage l'opinion que celui des paysans. Pour la première fois de l'histoire et des rapports des hommes et des animaux, nos contemporains n'ont plus affaire qu'à des animaux mascottes qu'ils élèvent pour qu'ils ne fassent rien, simplement être là, rester sur le canapé du salon et échanger avec leur maître caresses et affections. L'animalisme est, je crois, la conséquence de ce prisme affectif qui implique un appauvrissement des affects qui nous lie à la diversité des espèces. De là une troisième source de cet animalisme. De même que l'animal chosifié a engendré son négatif, l'animal personnifié, de même la civilisation hyper-industrielle, hyper-technicisée et hyper-urbanisée a engendré son mythe opposé, celui d'une nature uniformément bienveillante ou pacifiée, un univers anthropisé et bio-aseptisé où régnerait l'harmonie entre espèces. Rêve peut-être d'un paradis perdu où les animaux auraient été libres, le chat jouant avec la souris, le loup avec l'agneau, le chien avec ses puces, tous libres hier, entendons libres de l'homme et donc libérables demain. Mais, faut-il le rappeler, l'état de nature, c'est autant les épidémies et les tremblements de terre que l'eau pure et les fleurs, et la technique, c'est autant les vaccinations et les paratonnerres que Tchernobyl ou Seveso. Quand ce n'est pas l'état de nature, c'est parfois les conduites naturelles qui sont prises en exemple et qui seraient bonnes par définition, comme si nous devions prendre exemple sur nos cousins les plus proches, les primates, dont on sait pourtant que les conduites n'ont rien forcément de moralement exemplaire, eux qui pratiquent naturellement domination des forts, inceste, meurtre systématique des nouveau-nés mâles, etc. Les bêtes ne sont pas plus des modèles que des personnes. Et la nature n'est pas par elle-même source de normes ni porteuse intrinsèque de valeurs. Si nous attribuons une valeur à certaines entités naturelles, comme des écosystèmes, ou à certains êtres naturels, végétaux ou animaux, cette valeur ne vient pas d'eux intrinsèquement, mais de nous, êtres humains, qui la leur conférons, parfois légitimement et parfois de façon un peu candide. Il faut s'y résigner, les valeurs de la nature sont des valeurs humaines. C'est que l'animalisme a des causes proprement humaines. Et peut-être faut-il remonter plus loin encore, je vais m'y risquer, dans l'analyse de la modernité pour comprendre cet animalisme contemporain. Il s'alimente à une nouvelle façon de considérer la morale. L'idée qui semble s'imposer de plus en plus, c'est que la morale ne repose pas sur, par exemple, des lois universelles, des règles communes, ou sur des contrats, implicites ou non, qu'elle ne se fonde pas sur les idées de réciprocité, ni sur la reconnaissance d'autrui comme un autre soi, ni sur des devoirs collectifs à respecter, ou encore des vertus observées ou à transmettre, mais sur la seule valeur individuelle, intrinsèque, accordée à ceux qui sont ou qui pourraient être des victimes, jeunes enfants, vieillards, handicapés ou animaux. Non pas une morale
fondée sur des relations symétriques, la solidarité, l'échange, et donc la justice, et donc la communauté politique, mais sur des rapports à sens unique, l'attention, ou la pitié, la sollicitude, le soin, le care. À cette morale centrée essentiellement sur l'asymétrie, voire sur l'idée de victime, correspond la montée irrépressible de la notion de droit subjectif. On ne parle plus, ou de moins en moins, de vertu éducative ou des devoirs des parents, mais des droits de l'enfant. On ne parle plus d'égalité ou de justice, mais des droits de la femme. Et dans le droit fil de ces droits, voilà les droits de l'animal, ce qui est sans doute la façon la plus réductrice de penser les devoirs que nous avons à l'égard des espèces animales. Autrement dit, à la place de l'exigence de justice, la compassion est elle seule, ce qui est une vertu éminemment respectable, mais à qui il arrive parfois d'être mauvaise conseillère. Il n'y a évidemment aucun mal, je m'empresse de le dire, bien au contraire, à venir au secours des victimes, à considérer l'autre humain ou non comme exigeant attention et sollicitude. Mais c'est limiter singulièrement notre représentation des humains et des bêtes. Comparons cette morale empathique à sens unique à la variété extrême des affects que les hommes peuvent éprouver à l'égard des autres espèces. Ils sont aussi différenciés que les actions communes qui peuvent les réunir. Selon les sociétés, selon les cultures, selon les moments, selon les circonstances, selon même les individus. Il y a les espèces avec qui on vit en compagnonnage, celles avec qui l'on joue, celles qu'on apprivoise, celles qu'on dresse, celles qu'on honore, parfois celles qu'on adore. Il y a celles que l'on chasse, celles qu'on combat, celles que l'on voudrait exterminer. La variété des formes d'amitié comme d'inimitié est immense. Anéantir la bête parasite, détruire les bêtes malfaisantes, écarter et lutter contre les espèces dangereuses, chasser, pêcher l'espèce appâtissante, vénérer l'animal sublime, glorifier l'intrépide, s'identifier à l'indomptable, entretenir le protecteur, estimer le collaborateur, affectionner le compagnon, chérir l'ami. On peut éprouver vis-à-vis des animaux presque toute la gamme des sentiments qu'on éprouve pour des hommes, amitié, attachement, respect, admiration, ou au contraire inimitié, dégoût, crainte, effroi, exécration. Ce qui ne signifie évidemment pas qu'il faut les traiter comme des êtres humains, mais qu'il serait absurde de n'admettre qu'une norme morale unique et indifférenciée pour une variété aussi large de formes de vie et de relations. Nous vivions il y a une génération à l'ère du tout politique. L'animal n'était pas encore inventé comme figure morale. Nous vivons aujourd'hui à l'ère du tout éthique. L'animal victime en est devenu la figure tutélaire. Le droit est amputé de sa dimension juridique et la morale est amputée de sa dimension qu'on peut appeler politique. Mais la politique se venge et on trouve forcément à cette place vide un nouveau front de lutte en faveur de l'animal, nouvelle figure du prolétaire. De là, de nouvelles luttes politiques radicales ou violentes, les divers fronts de libération animale, symptôme peut-être de l'effacement de la croyance, de la croyance en son effacement, de l'exploitation de l'homme par l'homme, ou même en la justice sociale. Les concepts politiques forgés pour penser naguère l'asservissement des hommes sont détournés. On parle de libération animale, de l'exploitation des animaux. On qualifie même certaines formes d'abattage d'extermination, au risque de banaliser l'horreur des crimes contre l'humanité. C'est évidemment mal connaître les animaux en général, et les animaux domestiques en particulier, que de croire qu'on améliorerait le sort de ces variétés, de ces races, voire de ces espèces, en les libérant des hommes, à moins de déclarer, comme le recommandent déjà certains libérateurs des animaux, je pense à Gary Francione, professeur distingué à la faculté de droit de l'université Rutgers et philosophe du droit des animaux, que nous devrions prendre la seule mesure libératoire efficace et irréversible, et nous décider à stériliser tous les animaux domestiques de la Terre afin de nous assurer qu'il n'y aura plus jamais d'animaux asservis à l'homme. Ce sont des dérives déraisonnables, sans doute,
mais peut-être moins éloigné qu'on ne croit de notre modernité. Il faut rappeler qu'en libérant ainsi les animaux, entre guillemets, les libérer, ou en nous libérant ainsi des animaux, nous nous priverions d'une bonne partie de ce qui a fait l'humanité de l'homme, qui s'est humanisé par la domestication, l'élevage, l'apprivoisement, le dressage, le domptage des autres espèces. Et on priverait aussi une grande partie des espèces animales de ce qui a constitué leur propre animalité. Car ce nouveau front de lutte, qui progresse de jour en jour, avec ses aspects, je le répète, positifs et négatifs, s'alimente à ce que nous pourrons appeler sorte de pathologie de l'égalitarisme. Nous avons appris à lutter contre toutes les formes de discrimination, qu'elles soient dues au sexe, à la race, à la religion, à l'orientation sexuelle, etc. C'est l'incontestable progrès moral dont il faut s'enorgueillir, puisqu'il définit l'humanisme de notre modernité, l'égale dignité morale de tous les êtres humains. C'est cette égalité que nous devons défendre contre toutes les formes d'oppression ou de discrimination. Mais à partir d'un certain moment, c'est comme si cette raison égalitaire était devenue une passion incontrôlable et sans borne, comme une paranoïa qui colonise progressivement tout raisonnement moral. Tout devrait être égalisé, et d'abord les espèces. On ne peut plus, on ne devrait plus, il serait interdit de faire une quelconque discrimination entre animaux, tous égaux en tant que vivants et sensibles. Les homards et les chiens, les ragondins et les singes. Certes, pour un philosophe, en termes, comme on dit, ontologiques, c'est bien vrai. Chaque espèce est naturellement adaptée à son milieu, chaque individu est parfait en son genre, et le moucheron ne manque de rien par rapport au singe, comme le savait Spinoza. Mais que veut-on égaliser et comment le faire, à moins de faire de tous les êtres vivants de la planète des sortes d'individus libéraux, concluant une sorte de pacte social universel dans la biosphère? Cet égalitarisme des individus animaux n'a aucun sens. Les espèces animales en tant qu'espèces n'ont nullement intérêt à ce que les individus qui les composent deviennent libres et égaux en droit. Les équilibres écologiques en seraient immédiatement détruits. On peut dire que la défense des individus vivants est contraire à la défense de l'équilibre des espèces. En termes plus simples, l'animalisme est généralement l'ennemi de l'écologie. Dans les causes profondes de l'animalisme contemporain, il faudrait peut-être encore citer ce qu'on peut appeler la vulgarisation du biologique, qui permet de proclamer la fin des propres de l'homme. Tout ce qu'on estimait jadis être proprement humain, la politique, la culture, le langage, l'art, le symbolique, les règles morales, etc., est déjà présent, nous dit-on, chez l'animal. Là encore, cette nouvelle idéologie continuiste, un recto positif et un verso négatif. L'évolutionnisme naïf, même lointainement scientifique, est évidemment préférable aux thèses obscurantistes du créationnisme à l'américaine. Il est louable de réintégrer l'humanité dans la continuité de l'évolution des espèces, contre les préjugés spiritualistes qui faisaient jadis de l'homme l'être d'exception, qui par sa ressemblance avec Dieu était le seul vivant digne de ce nom, le couronnement de la création et par conséquent le maître absolu de la nature. Mais cela n'autorise nullement les simplifications grossières consistant à répéter sottement que l'homme n'a que 1% de différence génétique avec le chimpanzé ou 20% avec la souris. Cela ne prouve rien, si ce n'est qu'on a défini l'humanité par ses gènes et qu'on présuppose en outre que leurs effets se mesurent à leur nombre. A-t-on dit quelque chose en affirmant que l'homme et la banane ont 50% de leurs gènes en commun? Il y a peut-être enfin une dernière source à cet animalisme. J'ai dit, et je répète, qu'il traduit incontestablement une évolution des sensibilités et donc une nouvelle préoccupation morale à l'égard des bêtes, en somme une extension de la sphère de la communauté morale. C'est sans doute le signe d'un progrès.
Mais cette extension même, je l'ai dit aussi, traduit ce qu'on pourrait appeler une crise de cette communauté morale. Elle devient incertaine. Qui sommes-nous, nous autres humains? Quel est ce nous qui doit être l'objet de notre attention morale, la source de toute valeur? Qui devons-nous traiter comme nous-mêmes? Les êtres naturels en tant qu'individus, à l'époque de l'individualisme, la nature elle-même en tant que telle, les êtres vivants, voire la vie en tant que telle, la biosphère. On a déjà signalé qu'il n'y a aucun sens à défendre la vie, puisque toute vie s'alimente à la vie. Alors, les animaux, voire l'animalité en tant que telle, mais c'est parce que l'animal nous apparaît aujourd'hui à la fois en nous et hors de nous. Je le répète, parce qu'il est à la fois nous et eux. C'est parce que notre époque hésite sur ce que nous sommes que l'animalisme devient possible. Il est le symptôme d'une profonde inquiétude de notre modernité. Pendant toute l'Antiquité, pendant une grande partie du Moyen-Âge et de l'âge classique, et encore aujourd'hui dans un grand nombre de sociétés du monde, les êtres humains ont le sentiment de se définir par le fait qu'existent au-dessus d'eux des êtres divins, voire un Dieu, avec toute la diversité des sentiments et des conduites que ces êtres peuvent inspirer, entre crainte et respect. En dessous d'eux, des bêtes, là aussi avec toute la diversité des sentiments et des conduites, qu'eux aussi peuvent inspirer entre crainte et respect. Mais au moins, l'humanité se trouve ainsi définie négativement par des frontières nettes, ni Dieu, ni bête, mais humain. La modernité a fait s'effacer ces deux autres qui l'entouraient et qui définissaient l'être humain, et lui a substitué des limites vagues, une sorte de continuité indécise. Plus de Dieu au-dessus de nous pour limiter nos actions, plus de bêtes en dessous de nous à quoi nous mesurer, des vivants, des animaux. Telle est du moins la représentation commune à l'horizon de l'animalisme contemporain, moral. Nous ne savons plus bien qui nous sommes, puisque nous ne savons plus bien ce qui n'est pas nous. Quand nous disons nous, qui désigne ce nous et que désigne ce nous? Ce ne peut plus désigner notre tribu, il n'y en a plus, notre race, il n'y en a jamais eu, notre sexe, il est obscurci par le genre, notre cité, elle est sans frontières, notre humanité même, puisqu'elle est aussi bien notre animalité. Et cette animalité qu'est-elle, sinon celle d'êtres vivants, sensibles, comme les autres? De là ce sentiment unique, l'empathie, que nous portons désormais indifféremment à ce qui reste d'animalité autour de nous, quelques sous-prolétaires mécanisés d'un côté, quelques aristocrates humanisés de l'autre, comme si cette compassion, c'était aussi un peu à nous, à ce nous incertain qu'elle s'adressait, nous qui ne savons plus distinguer l'animalité en nous de celle qui est hors de nous, parce que nous ne savons plus ce qu'est notre humanité. L'animalisme est cette morale empathique, hyper empathique, mais qui ne sait plus bien sur quoi poser sa compassion, entre l'oisillon tombé du nid et les 1000 atrocités qui arrivent à ceux que nous n'osons plus appeler nos frères humains ou encore moins nos prochains. De quoi l'animalisme est-il donc le symptôme, sinon de cette incertitude sur ce nous? C'est cette incertitude qui fonde l'ambiguïté de cet animal sensible, à la fois en nous, qui sommes des êtres sensibles, et en eux, qui sont aussi comme nous des êtres sensibles, nous qui sommes devenus sensibles à leur sensibilité, à mesure que nous ne savions plus nous distinguer d'eux. J'en viens enfin à ce que pourrait être, et peut-être même à ce que devrait être, à mes yeux, une morale raisonnable à l'égard des animaux dans toute leur diversité. Une morale
qui d'un côté respectent cette nouvelle sensibilité née de la modernité, sans tomber dans certains excès qui menacent cette humanité même. J'ai insisté sur le fait qu'on ne gagne jamais à identifier, à assimiler, à confondre, et qu'on gagne toujours, aussi bien théoriquement que moralement, à distinguer, à différencier, à spécifier. Alors tentons de spécifier. Il y a d'abord incontestablement, j'espère que chacun le reconnaîtra, les devoirs que nous avons vis-à-vis de tous les êtres humains en tant que tels. Considérer une personne comme digne de respect, ce n'est pas reconnaître en elle un attribut biologique, l'appartenance à une espèce, Homo sapiens, c'est la tenir comme responsable de ses actes et membre d'une communauté morale virtuelle, l'humanité. L'universalisme humanisme de la modernité est fondé sur l'idée d'égalité et de réciprocité. Je dois traiter tout être humain comme il devrait pouvoir me traiter, tout autre est pour moi un autre parce que je peux être pour lui cet autre, et ainsi de suite. C'est sur cette idée de réciprocité que sont fondés la plupart de nos concepts moraux, et d'abord la vertu de justice. Avec tout homme, je dois pouvoir faire communauté et avoir des rapports réciproques, ne serait-ce que parce que nous pouvons nous parler. Telle est l'origine des vertus altruistes et des devoirs, d'équité, de respect, etc. Quelle réciprocité attendre du loup ou de l'agneau? Quelle communauté morale ou politique peut-on envisager tranquillement de former avec eux? Reconnaître l'humanité d'un être, c'est savoir qu'il serait possible de l'inclure, je le répète, dans une communauté réelle ou virtuelle, l'humanité qui transcende en nous l'animalité, même si par ailleurs, nous sommes aussi, évidemment, des êtres vivants sensibles. Vis-à-vis de tous les êtres humains, nous avons donc des devoirs absolus. Et il n'est pas moral de vouloir élargir cette communauté-là à d'autres vivants. Mais il serait tout aussi immoral de ne pas reconnaître des devoirs vis-à-vis des espèces animales. Mais ce ne sont pas des devoirs absolus, des devoirs relatifs subordonnés à ceux que nous devons aux personnes. Et le principe général devrait être plus ou moins le suivant: nous devons ou nous devrions régler nos conduites à l'égard des animaux sur le type de relation que nous entretenons avec eux. Pour le dire simplement, nous avons des devoirs à leur égard, en ce sens que là aussi, nous nous sentons en dette. Mais nous n'avons pas la même dette vis-à-vis de notre chien avec qui nous échangeons affection et compagnie, parfois entraide, vis-à-vis des porcs que nous élevons pour leur viande, ou vis-à-vis des millions d'espèces sauvages. Les relations que nous pouvons avoir avec les espèces sont infinies et par conséquent, le type de devoir dont nous nous sentons redevables est lui aussi de type infini. Avec les animaux de compagnie, pour prendre cet exemple, nous avons des relations affectives, souvent réciproques, qui expliquent la sollicitude, le soin, le dévouement que nous pouvons avoir pour eux et qu'ils peuvent aussi avoir parfois pour nous, leur maître. Il est par conséquent immoral de battre son chien ou de l'abandonner sur une aire d'autoroute. Il est légitime que le code pénal sanctionne ces conduites. Évidemment, nous n'avons pas ces mêmes devoirs d'assistance vis-à-vis de tous les êtres vivants, sensibles, tous ces vivants hétérotrophes qui peuplent les océans, les montagnes, les savanes, les forêts, les cieux, les sous-sols de la planète. Nous n'avons pas le devoir de les nourrir s'ils ont faim, nous n'avons pas le devoir de leur porter individuellement secours s'ils souffrent, même si, évidemment, en les voyant, nous pouvons compatir à leur souffrance, voire être enclin à vouloir l'apaiser. Par ailleurs, pour simplifier, nous entretenons avec certains autres animaux des relations qui, bien que n'étant pas marquées par l'affection, sont déterminées par une forme minimale de réciprocité. C'est le cas d'un grand nombre d'animaux domestiques, en particulier ce qu'on a nommé les animaux de rente, qui nous sont utiles et à qui nous devons des conditions de vie proportionnées à ce qu'ils sont pour nous, et conformes aux impératifs biologiques de leur espèce, comme dit le Code rural. Ainsi, nous leur devons non seulement protection, nourriture, mais nous leur devons aussi bien-être,
parce qu'ils nous donnent, si je puis dire, en échange, telle est la dette, leur assistance, leur travail, leur viande, leur peau, etc. Il n'est donc nullement immoral, à mes yeux, de tuer ceux des animaux qui ne seraient pas en vie sans cette destination, et il est moral d'utiliser les animaux dont les espèces ont été domestiquées par les hommes à cette fin. Mais les formes radicales de production industrielle sont moralement choquantes et doivent être sanctionnées parce que, transformant ces animaux et cette relation, cette dette, ces devoirs, transformant ces animaux en machines, non seulement elles choquent notre sensibilité en niant la leur, mais en outre, elles rompent le contrat implicite de domestication, donnant-donnant, utilité contre utilité, qui a presque toujours et partout existé entre hommes et bêtes. Et toujours en simplifiant, vis-à-vis des espèces sauvages, nous avons aussi des devoirs, mais ce ne sont pas des devoirs d'assistance, de protection, de respect, ni aucun devoir particulier vis-à-vis des individus. Nous avons des obligations générales vis-à-vis des espèces, ce qui est tout différent. Respect, dans de nombreux cas, des équilibres écosystémiques, protection de l'environnement, éventuellement respect de la biodiversité en tenant compte des impératifs ou des besoins humains, lutte contre les espèces nuisibles, protection de certaines espèces menacées, etc. Bien entendu, il peut arriver que le respect des normes écologiques s'accorde avec la morale animaliste, empathique, parce que les meilleures conditions de vie des individus assurent souvent une reproduction plus féconde de l'espèce. Mais est-ce toujours souhaitable? Est-il forcément souhaitable de donner aux pigeons des villes ou aux loups des montagnes les meilleures conditions de vie? On a donc en principe une division morale grosso modo tripartite des animaux. Animaux de compagnie, auxquels nous lient les relations affectives et directement individualisées. Animaux dits de rente, auxquels nous lie le contrat de domestication et des relations individualisables. Animaux sauvages, auxquels ne nous lie aucune relation individualisable, mais seulement un rapport à l'espèce en tant que constituant de la biosphère. Division sans doute très réductrice. Il faudrait nuancer à l'infini, puisqu'une morale gagne toujours à être nuancée au lieu de se réfugier dans des notions vagues et trompeuses comme animal ou sensibilité. Toujours est-il que nous n'avons pas le même devoir d'assistance ou d'anesthésie vis-à-vis des animaux que nous avons placés sous notre protection, d'un côté, et vis-à-vis des milliards d'animaux sauvages, vivants, souffrant et mourant, loin des hommes. Les animaux ne sont ni des objets, comme les corps de Descartes, ni des sujets de droit, comme les personnes, ni des porteurs de vie et de sensibilité tous égaux, puisqu'il existe des millions d'espèces et presque autant de manières d'être agents dans le monde et donc d'être sensibles. L'humanisme, celui qui affirme que l'humanité est la seule source de valeur, ce qui ne signifie évidemment pas la seule valeur, est en effet aujourd'hui menacé de divers côtés. Les valeurs humanistes sont fragiles, de même qu'elles ne peuvent être réservées à certains groupes humains quand les autres seraient traités comme des bêtes. Elles ne peuvent s'étendre au-delà des limites de l'humanité jusqu'à l'animalité sans s'affaiblir ou se corrompre. Car vis-à-vis des animaux, qui ne sont ni des choses inertes ni des personnes responsables, nous avons des devoirs raisonnables et infiniment différenciés. Aussi différenciés que l'étaient naguère les 1000 relations que nous avons tissées avec eux. Ces relations, ces devoirs, ces différences oubliées, nous devons aujourd'hui, je crois, les réapprendre, parce qu'aucune définition réductrice, ni aucun statut unique ne suffira à les épuiser. Je vous remercie. Donc,
Des animaux et des hommes, héritage partagé, futur à construire. Comment tout ça s'articule et en quoi ça consiste? Alors en fait, bon, moi, je suis vétérinaire, donc comme Norina à la base,